semaine dans Carnet de santé, comment évolue l'épidémie de la variole du singe en Afrique? Les responsables de la santé en RDC mettent en œuvre des mesures pour lutter contre le monkeypox. De plus, une clinique au Sénégal s'attaque à la dépendance aux opiacés pour réduire l'incidence du VIH. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'épidémie mondiale de la variole du singe est en baisse pour la première fois en un mois, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les cas ont diminué en Europe, mais le nombre de nouvelles contaminations continue d'augmenter dans les Amériques. Plus de 45 000 personnes ont été infectées par le virus dans environ 100 pays. Le virus provoque de la fièvre, des frissons, des éruptions cutanées et des lésions sur le visage ou les organes génitaux. Le seul vaccin approuvé contre la variole du singe, fabriqué par la société danoise Bavarian Nordic, est difficilement accessible à cause du stock limité. Les experts ont fait part de leurs inquiétudes concernant le manque de vaccins en Afrique où le virus est endémique. En RDC, plusieurs provinces sont touchées par le virus monkeypox, avec plus de 2200 cas selon le programme national de lutte contre le monkeypox. Comment se présente cette maladie et où en est-on avec le vaccin? Les explications d'Alex Katayi depuis Kinshasa. Le docteur Placide Mbala est épidémiologiste à l'Institut national des recherches biomédicales de Kinshasa. Il fait partie de l'équipe qui travaille sur la variole des singes ou monkeypox. Il nous brosse ici l'historique du monkeypox. La variole de singe, le virus en soi a été découvert en 1958 au Danemark. Et le premier cas humain a été identifié pour la première fois en République démocratique du Congo en 1970. Et depuis, il y a eu des épidémies sporadiques de la variole du singe, que ce soit chez nous en RDC, que ce soit aussi dans d'autres pays comme la République du Congo, la République centrafricaine, le Libéria, le Nigeria, dans d'autres pays aussi de l'Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Depuis sa parution en RDC, le monkeypox est devenu endémique. Il sévit dans les régions forestières et celles voisines du bassin du Congo. Cette maladie se transmet par contact direct non protégé avec les fluides des personnes ou des animaux atteints. La personne affectée peut développer la maladie dans les 2 à 4 semaines après sa contamination. Première manifestation, de la fièvre et des malaises. Et après, vous avez vraiment un signe qui est très caractéristique, c'est le gonflement des ganglions, qui est habituellement localisé au niveau de la région. Ce sont souvent les ganglions cervicaux et inguinaux qui sont le plus touchés et qui peuvent même, dans certains cas, donner des complications comme des abcès au niveau de ces ganglions. Mais après cette atteinte, ces adénopathies, nous avons des lésions cutanées qui se présentent comme au début comme des macules qui évoluent vers des papules, des vésicules, des pustules, des lésions ombiliquées qui deviennent des croûtes. Au programme national de la lutte contre le monkeypox du ministère de la Santé, on affirme qu'un vaccin est actuellement en cours d'essai en RDC. Il y a un vaccin en phase d'expérimentation, c'est le vaccin Invamil. Un vaccin déjà homologué aux États-Unis et approuvé par le comité consultatif sur la pratique de l'immunisation qui est en cours d'expérimentation. En attendant que le vaccin soit homologué par l'OMS, la prévention s'est faite par des messages de sensibilisation dans les régions endémiques. Il est vivement déconseillé d'entrer en contact avec des animaux supposés être des réservoirs du monkeypox comme les singes, les rats, les écureuils et autres. Depuis la résurgence du monkeypox dans une dizaine de provinces de la RDC, on dénombre plus de 2268 cas et près de 100 décès selon le ministère de la Santé.
Le docteur Dimi Ogoina est médecin spécialiste des maladies infectieuses et professeur à l'hôpital universitaire du Delta du Niger, Bayelsa. Il est également président de la Société des maladies infectieuses du Nigeria. Il nous en dit plus sur la lutte contre la variole du singe en Afrique. So certainly, it is my opinion that the number of cases in Africa is grossly underestimated. Je pense que le nombre de cas en Afrique est largement sous-estimé, mais ce que cela nous dit aussi, c'est que la sensibilisation et l'attention croissante accordée à la variole du singe font de cette maladie un défi pour le Nord. À ce jour, nous n'avons toujours pas accès aux traitements et aux vaccins. Cela devient un grand défi et le fait que nous ayons encore beaucoup d'inconnus sur la variole du singe est dû au fait que cela n'a jamais été un problème pour le Nord global, où ils ont les ressources nécessaires pour découvrir les lacunes et les connaissances. Il semble que le concept de solidarité mondiale soit tout un mot, mais qu'il ne reflète pas une action. Et je dis toujours qu'il faut reconnaître que les maladies infectieuses n'ont pas de frontières. Si nous négligeons les pays africains, ces agents pathogènes reviendront nous hanter. Et c'est pourquoi vous avez dit que le monde est un village global. Dans le même ordre d'idées, nous devons également nous pencher sur la recherche pour combler les lacunes en matière de connaissances, car si nous continuons sur cette voie et que nous n'investissons pas dans la recherche et le développement pour l'Afrique, cela signifie que les solutions qui seront élaborées ne serviront qu'à résoudre le problème des pays développés et non celui des pays en développement. Je pense que la première chose à faire est de nous assurer que nous sommes prêts. Le système de santé doit être prêt à recevoir les vaccins, à les distribuer, à les stocker et à réfléchir à la question de l'hésitation à se faire vacciner. Le moment sera venu de faire cette observation. En 2017, personne n'aurait jamais pensé que la variole du singe sera transmise par contact sexuel. La connaissance traditionnelle était que la variole du singe était transmise par les animaux et les contacts étroits des gouttelettes respiratoires prédisposées. Et lors de cette réunion, lorsque j'ai fait cette présentation et que j'ai dit qu'il y avait une chance que la variole du singe soit transmise par contact sexuel, on s'y est opposé car on ne savait pas auparavant qu'elle était transmise par contact sexuel. Je pense que le message est de dire que nous devons être très vigilants, très attentifs à notre santé et que la responsabilité de notre santé est notre responsabilité. Nous ne devons pas attendre que le monde développé nous apporte des solutions, des innovations. La variole du singe est en grande partie une maladie auto-limitée. Elle n'est pas susceptible de vous tuer, à l'exception de certains patients infectés par le VIH qui ne prennent pas de médicaments, qui ont une immunosuppression importante pour certaines raisons et qui risquent d'avoir une maladie grave pouvant entraîner la mort. Il ne faut donc pas s'alarmer. Nous ne devons pas paniquer. Nous ne devons pas répandre de fausses informations. Que pensez-vous de la gestion de l'épidémie de monkeypox dans le monde et en Afrique ? Qu'aimeriez-vous voir de différent dans la gestion de cette épidémie, vu l'expérience de Covid-19 ? Voici quelques réactions au Nigeria. Je pense qu'une partie des actions que le gouvernement devrait mettre en place lorsqu'il s'agit de l'épidémie de la variole du singe en ce moment est la question de la communication des risques. Les citoyens devraient être informés au bon moment. L'information peut être là, mais ce n'est peut-être pas le bon moment pour la communiquer aux gens. Avec la variole du singe, je pense que la majorité de la population ne sait même pas encore qu'il y a une épidémie ou une pandémie appelée la variole du singe. Donc, il n'y a pas vraiment de sensibilisation en cours. J'aimerais que le gouvernement intensifie la sensibilisation et mette l'accent sur la prévention. Il y a des agences dans le secteur médical qui doivent prendre des mesures immédiates en cas d'urgence comme la variole du singe et le Covid-19. Donc, je crois qu'en tant que pays, si nous perdons un de nos citoyens, cela devrait être un problème.
Nous devrions agir différemment. En tant que société ou gouvernement, nous devrions vraiment être réactifs et agir avant même que cela n'arrive, avant que ça ne devienne sérieux. Parce que tout le temps, vous savez, une chose que le gouvernement fait, même avec le Covid-19, lorsqu'il est apparu en Chine, c'était une rumeur jusqu'à ce que ça devienne une réalité au Nigeria. Partons en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Sénégal, où une clinique de Dakar propose gratuitement des substituts aux opiacés aux personnes qui s'injectent de la drogue. C'est dans le but de réduire la propagation du VIH, comme nous le dit John Lyndon. Ce centre d'échange de seringues dans la capitale sénégalaise offre plus que des aiguilles propres. Le centre de prise en charge intégré des addictions offre aux personnes concernées la possibilité d'opter pour une substitution aux opiacés appelés méthadone, ainsi qu'un soutien psychosocial et des soins de santé supplémentaires. La méthadone qui est un médicament de traitement de substitution de l'héroïne. Voilà, on a la méthadone sous forme de sirop dosé à 10 mg par millilitre. Et les doses varient d'un patient à un autre. Pour les représentants de l'organisation, l'objectif est de réduire la propagation du VIH. Le CEPIAT est devenu un centre de dépistage et de diagnostic du VIH, mais aussi de la tuberculose et des hépatites aussi. Environ 0,5% de la population générale du pays est infectée par le VIH, mais ce taux grimpe à 9% si l'on considère uniquement les personnes qui s'injectent des drogues. Certaines des personnes travaillant ici sont en voie de guérison et sont devenus des coéducateurs. Selon l'ONU-SIDA, une adolescente est infectée par le VIH toutes les 2 minutes dans le monde. Je vais dans ma communauté, je vais voir mes pairs et j'essaie de les sensibiliser à non seulement arrêter la drogue, à réduire les risques de la consommation et les référer au CEPIAT pour qu'ils viennent faire comme moi, arrêter. Les pères éducateurs aident les patients à apprendre un métier comme la couture ou la fabrication de savons et à pratiquer des activités thérapeutiques comme le jardinage. Le jardinage, c'est une sorte de thérapie. Quand on est là, on oublie tous les problèmes. Je suis ici pour prendre mon traitement. Oui. Et puis encore, je suis un maître tailleur. Selon le dernier rapport de l'ONU-SIDA, environ 75% des personnes vivant avec le VIH ont accès aux traitements antirétroviraux et environ 25% n'y ont pas accès et plus de la moitié des enfants séropositifs ne sont pas sous traitement. Des scientifiques britanniques recherchent un moyen d'augmenter l'approvisionnement en reins disponible pour les greffes en modifiant le groupe sanguin de l'organe. Jetons un coup d'œil. Suivons ce récit de Claire Morin-Gibourg. Une maladie rénale chronique signifie qu'Ayesha Edmondson ne peut pas travailler ni quitter sa maison autant qu'elle le souhaite. Elle attend une greffe de rein, ce qui pourrait prendre jusqu'à 10 ans. C'est pendant la pandémie qu'on m'a dit que j'avais 12 mois pour trouver un donneur de rein vivant. Mais il y a désormais un peu plus d'espoir à l'horizon. Des chercheurs de l'université de Cambridge ont réussi à modifier le groupe sanguin de 3 reins de donneurs. Selon le service britannique pour la santé publique, 9% du total des dons d'organes provenaient de minorités noires et ethniques en 2020-2021. Pas assez pour les 33% de noirs et de minorités ethniques qui sont en liste d'attente. Les personnes issues de minorités ethniques attendent en moyenne 1 an de plus pour recevoir une greffe de rein que les personnes de race blanche. Donc encore une fois, si cette recherche aide à rétablir cet équilibre, ce serait absolument fantastique. Les recherches du Dr McMahon seront publiées prochainement dans le British Journal of Surgery. Si cette étude sur la modification des groupes sanguins des reins de donneurs est développée et que les essais cliniques réussissent, beaucoup de vies pourraient être sauvées et plus de personnes pourraient reprendre une vie normale. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @LenorMoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.